Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à réviser le programme de SES de Terminale avant les examens et surtout pour préparer le baccalauréat. Dans cette vidéo, on s'intéresse au chapitre sur les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. C'est un chapitre qui est assez long et compliqué, donc j'espère pouvoir vous le résumer de façon à la fois claire et succincte. Le programme commence par vous demander de comprendre le rôle des avantages comparatifs dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale. Mais à mes yeux, avant de parler des avantages comparatifs, il faut parler des avantages absolus. Les avantages absolus, c'est une notion élaborée par Adam Smith pour dire que les pays ont intérêt à se spécialiser dans les domaines de production dans lesquels ils ont un avantage absolu, c'est-à-dire dans les domaines où les coûts de production sont plus faibles qu'à l'étranger, et à l'inverse, délaisser les secteurs où ils n'ont pas d'avantage absolu et importer plutôt ces produits d'un autre pays. Donc on comprend bien que si vous achetez à l'étranger des produits qui sont moins chers que ce que vous faites dans votre propre pays, vous gagnez en pouvoir d'achat, mais aussi, puisque vous vous spécialisez, vous allez pouvoir avoir plus d'exportation et ça va être facteur de croissance économique. Vient ensuite David Ricardo et la théorie des avantages comparatifs ou avantages relatifs. David Ricardo explique que même si vous n'avez pas d'avantage absolu, ou si au contraire vous n'avez que des avantages absolus et qu'il n'y a pas de domaine que vous auriez intérêt à délaisser parce que à l'étranger ça coûte de toute façon plus cher que ce que vous pouvez faire dans votre propre pays, vous avez intérêt à vous spécialiser dans le domaine dans lequel vous êtes le plus efficace. Quand vous regardez tout ce que vous produisez dans votre pays, vous regardez qu'est-ce que vous produisez de façon plus efficace par rapport aux autres produits et vous avez intérêt à vous spécialiser là-dedans et acheter le reste à l'étranger. Même si vous allez du coup acheter des produits étrangers plus chers que ce que vous faites dans votre propre pays, en vous spécialisant dans les domaines dans lesquels vous êtes le plus efficace, qui sont les plus rentables pour vous, vous allez avoir plus de revenus, plus de croissance économique et ça va largement compenser le fait que vous achetez des produits étrangers plus chers. Petite précision cependant, en économie, quand on parle d'avantages comparatifs, on fait essentiellement référence au travail de David Ricardo que je viens de présenter. Mais parfois, dans des documents produits par des institutions officielles comme l'Organisation mondiale du commerce et aussi notamment en géographie, je pense là aux élèves qui font HGGSP, on utilise la notion d'avantages comparatifs pour désigner simplement les avantages qu'ont les pays en comparaison par rapport aux autres pays. Et donc en fait, dans ce cas-là, ce qu'on désigne par des avantages comparatifs, ça peut être des avantages absolus. Donc faites attention quand vous tombez sur des documents qui vous parlent d'avantages comparatifs, ils ne font pas toujours référence au travail de David Ricardo. Peu importe la façon dont on définit les avantages comparatifs, le programme associe cette notion à celle de dotation factorielle et dotation technologique. Les dotations factorielles, associées généralement au modèle HES, c'est la quantité de facteurs de production disponibles dans un pays, parfois plutôt la quantité relative. Les questions qu'on se pose ici, c'est quelle est la quantité de travail qualifié que vous avez dans votre pays, la quantité de travail peu qualifié, la quantité de capital technique disponible dans votre pays. Est-ce que vous avez plus de travail qualifié que de travail peu qualifié? Est-ce que vous avez plus de travail qualifié que les autres pays? Et cette notion de dotation factorielle va permettre d'expliquer d'où viennent les avantages dont disposent les pays. En effet, si vous avez plus de travail qualifié que dans les autres pays, le travail qualifié coûtera relativement moins cher dans votre pays qu'à l'étranger. Par conséquent, vous aurez un avantage dans les productions qui reposent essentiellement sur ce facteur de production, dans cet exemple, essentiellement sur du travail qualifié. À noter que la notion de dotation factorielle, elle peut parfois être élargie pour désigner les ressources disponibles dans un pays. Et donc par exemple, le fait d'avoir des puits de pétrole, le fait d'avoir une forêt abondante, le fait d'avoir des gisements de gaz peut être utilisé pour parler de la dotation factorielle. La dotation factorielle peut faire référence aussi à ces ressources disponibles dans votre pays. À côté de ça, vous avez la notion de dotation technologique. Elle fait référence aux technologies disponibles dans votre pays et notamment au fait que vous êtes plus ou moins productif dans certains secteurs. Donc là, tout simplement, évidemment, si vous avez accès à certaines technologies qui vous permettent d'être plus efficace dans, par exemple, la production automobile ou dans la production informatique, si vous avez des travailleuses et des travailleurs qui sont spécialisés plus efficaces dans ce domaine, vous aurez du coup un avantage
absolu ou relatif, dans ce domaine-là. Le programme vous demande ensuite de comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et de savoir l'illustrer. Donc là, c'est très simple. La chaîne de valeur, c'est le processus de production. En gros, c'est toutes les étapes qui permettent de produire un produit en allant de la conception et du développement théorique du produit jusqu'à sa vente au consommateur ou à la consommatrice finale. Et du coup, quand on parle d'internationalisation de la chaîne de valeur, on veut dire que toutes ces étapes ne se réalisent pas dans un seul pays, mais sont fragmentées, dispersées, réparties entre plusieurs pays. Et qu'il y a donc des échanges entre plusieurs pays pour simplement faire un seul produit. Dans votre cours, vous avez vu sûrement plusieurs exemples de ce phénomène. On utilise souvent l'exemple des avions, comme ceux fabriqués par Airbus ou par Boeing, ou les téléphones portables d'Apple, par exemple. Ou si je reprends moi l'exemple de l'avion, vous avez par exemple les sièges qui vont être faits en Espagne, les moteurs qui vont être faits au Royaume-Uni, tout ce qui est la carrosserie qui va être fait en Allemagne, toutes ces pièces qui vont être envoyées en France et assemblées pour faire un avion. Le point suivant du programme vous demande de comprendre le commerce entre pays comparables. En effet, les théories traditionnelles du commerce international, telles que celles d'Adam Smith, de Ricardo ou le modèle HOS, se concentrent sur des échanges entre des pays différents qui par conséquent ont des avantages dans des types de production différents, de produits du coup différents. J'ai un avantage dans la production de t-shirts, donc je fais des t-shirts que je vends aux autres pays et j'achète les autres produits à l'étranger. Mais on observe aujourd'hui qu'une bonne partie des échanges se fait entre des pays comparables, ce qu'on peut définir très rapidement comme des pays qui ont le même niveau de développement. Alors, une première explication, c'est de dire que même si ces pays sont comparables, ont le même niveau de développement, il y a des différences entre eux, que ce soit en termes de dotation factorielle sur les ressources naturelles disponibles dans chaque pays, mais aussi et surtout en termes de dotation technologique, le fait que peut-être que c'est un pays qui a le même niveau de développement qu'un autre, a quand même des technologies et des travailleuses et travailleurs plus performants dans un domaine et donc un avantage dans ce domaine-là, ce qui expliquerait des échanges entre ces pays. Mais en réalité, on voit qu'il y a quand même aussi une bonne partie des échanges entre les pays qui est ce qu'on appelle du commerce intra-branche, c'est-à-dire des échanges de produits similaires qui appartiennent à la même branche d'activité. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ces échanges? Comment est-ce qu'on peut expliquer que des personnes en France achètent des voitures allemandes et que des personnes en Allemagne achètent des voitures françaises? Le programme évoque pour cela plusieurs éléments d'explication. On peut d'abord mettre en avant la question de la différenciation des produits. Se dire, certes, ce sont des produits similaires, on échange des voitures, mais ce ne sont pas des produits identiques, il existe des différences entre ces produits, ils sont donc différenciés. Cette différenciation peut être verticale, notamment quand on parle du coup des différences de qualité de produit. On peut se dire que acheter une Porsche allemande, ce n'est pas la même chose qu'acheter une Dacia roumaine, et par conséquent, certaines personnes en Roumanie vont vouloir des Porsche, certaines personnes en Allemagne vont vouloir des Dacia, et justement, c'est les différences de qualité qui vont expliquer ce commerce intra-branche. La différenciation se fait aussi de façon horizontale quand on prend des produits qui appartiennent globalement à la même gamme, qui ont le même niveau de qualité, le même type de prix, mais qui ont quand même des caractéristiques différentes. Et donc peut-être que en tant que consommateur français, je ne suis pas complètement satisfait par les voitures qui sont fabriquées en France et que certaines voitures qui sont fabriquées en Allemagne, aux États-Unis, me conviendraient plus. La fragmentation de la chaîne de valeur est un autre élément d'explication du commerce entre pays comparables. Je vous l'ai dit en prenant l'exemple d'un avion d'Airbus, il y a des échanges entre le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la France, qui sont clairement tous des pays comparables, mais qui s'échangent des produits entre eux pour finalement fabriquer un avion. Pardon, je m'interromps un instant très rapidement pour vous rappeler de vous abonner tout de suite si ce n'est pas encore le cas, de laisser des commentaires, de laisser des likes. J'adore à chaque fois voir vos commentaires et j'en ai trop peu souvent, hélas, je le regrette, que ce soit simplement évidemment pour me dire que vous appréciez mes vidéos, ça fait toujours plaisir, mais aussi toutes les questions que vous pouvez avoir quand il y a des questions que vous n'avez pas compris, que vous aimeriez que je vous réexplique. Je suis là pour vous aider, n'hésitez pas à le faire et je reprends la vidéo.
Après cela, le programme vous demande de comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à exporter. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur la notion de compétitivité. À l'origine, on parle surtout de la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire de leur capacité à faire face à la concurrence, en maintenant leur part de marché, voire en les augmentant. La compétitivité d'une entreprise, elle repose sur deux dimensions. D'un côté, vous avez la compétitivité prix, c'est-à-dire la capacité à proposer des produits moins chers que les autres entreprises. Mais une entreprise peut avoir d'autres éléments pour attirer les consommatrices et les consommateurs et même pousser les consommatrices et les consommateurs à payer plus pour ces produits à elle que pour les produits concurrents. Ça peut être parce qu'il y a de fait des innovations particulières dans ce produit, le produit est de meilleure qualité. Cette qualité peut en réalité être imaginaire et être associée simplement à une image de marque. Il y a différents éléments, mais du coup, tous ces éléments qui ne reposent pas sur simplement avoir un prix plus bas que les autres entreprises, c'est ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Et si vous élargissez ensuite la notion de compétitivité pour l'adapter et pour parler de la compétitivité d'un pays, en effet, c'est assez logique de se dire la compétitivité d'un pays, c'est sa capacité à faire face à la concurrence des autres pays et donc à exporter plus que les autres pays. Dans cette perspective, on voit assez facilement le lien entre la productivité des entreprises et la compétitivité du pays. En effet, si les entreprises installées dans votre pays sont plus productives que les entreprises installées dans d'autres pays, elles vont réussir à produire plus pour moins cher, elles vont être plus innovantes et par conséquent, elles seront à la fois plus compétitives en termes de prix, mais aussi plus compétitives sur d'autres éléments parce qu'elles pourront proposer des produits de meilleure qualité. Et tout cela va soutenir vos exportations. Je voudrais cependant faire une petite précision très rapidement sur la notion de compétitivité d'un pays. Aujourd'hui, en réalité, dans la théorie économique, quand on parle de la compétitivité d'un pays, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus large que son aptitude à exporter. Tout d'abord, on peut se dire qu'il y a une compétition aussi entre les pays, pas simplement pour exporter, mais aussi pour attirer des entreprises sur leur territoire, attirer des capitaux, et par conséquent, la compétitivité d'un pays devrait aussi comprendre cette dimension d'attractivité pour les capitaux et les entreprises. Mais surtout, la théorie économique sur le commerce international, en commençant notamment par le travail d'Adam Smith, elle a bien montré que le commerce international, ce n'était pas un jeu à somme nulle où il y avait des gagnants parce que de l'autre côté, il y avait des perdants. Et qu'au contraire, on pouvait tous et toutes être gagnants dans le cadre du commerce international. Du coup, aujourd'hui, en économie, quand on parle de la compétitivité d'un pays dans le cadre du commerce international, on va plutôt désigner sa capacité à tirer des avantages du commerce international et ces avantages peuvent aussi être gagnés en pouvoir d'achat en important des produits étrangers moins chers que ce qu'on fabrique dans le pays. C'est manifestement pas comme ça que le programme entend cette notion, mais normalement, ça devrait être le cas. Justement, le programme nous demande ensuite de comprendre les effets induits par le commerce international. Et le premier effet qui est mentionné, que je viens moi-même d'évoquer, c'est des gains moyens en termes de baisse des prix, notamment parce que vous pouvez du coup acheter à l'étranger des produits qui sont moins chers que ce que vous fabriquez dans votre pays. Toute la théorie des avantages absolus. Mais aussi, grâce au développement des chaînes mondiales de valeur, vos entreprises peuvent acheter des pièces, des intrants à l'étranger moins chers que si elles devaient uniquement faire toute leur production dans votre pays. Et donc, même pour les produits qui sont fabriqués dans votre pays, les prix vont baisser grâce au commerce international. Il va y avoir aussi d'autres effets, notamment le fait que, puisque le commerce international augmente la concurrence, il y a une pression sur les entreprises pour justement augmenter leur compétitivité prix et donc ne pas augmenter leurs prix, voire les baisser. Il va y avoir aussi des questions d'économie d'échelle, puisque les entreprises ont accès à plus de débouchés, plus de marchés, elles peuvent produire plus, et cette augmentation de la production peut permettre de baisser le coût moyen des produits, et par conséquent le prix. Voilà, donc plein d'éléments qui expliquent que le commerce international permet de baisser les prix. Autre effet induit par le commerce international, que l'on observe au moins depuis les années 1980, la réduction des inégalités entre les pays.
En effet, depuis les années 1980, certains pays avec une forte population, comme la Chine et l'Inde, ont réussi à s'insérer de façon efficace dans le commerce international, à en tirer des avantages, notamment en termes de croissance économique, d'augmentation du niveau de vie, ce qui a permis de rapprocher le niveau de vie de leur population du niveau de vie de la population des pays développés, même si évidemment des écarts importants demeurent. Par conséquent, les inégalités entre ces pays et les inégalités mondiales en général ont diminué. À côté de cette réduction des inégalités entre les pays, on observe une augmentation des inégalités de revenus au sein de chaque pays. En effet, au sein des pays développés, les travailleuses et travailleurs peu qualifiés sont mis en concurrence avec la main-d'œuvre moins chère des pays émergents. Il y a donc une augmentation du chômage pour les personnes peu qualifiées dans les pays développés et une pression à la baisse pour les salaires et les revenus en général. Mais il faut aussi évoquer que les personnes les plus riches dans tous les pays, développés comme en développement, réussissent à augmenter leurs revenus grâce au développement du commerce international, grâce au développement des firmes transnationales, mais aussi de la globalisation financière. Et par conséquent, les hauts revenus augmentent, les bas revenus, en tout cas dans les pays développés, sont tirés vers le bas et les inégalités au sein de chaque pays augmentent. Enfin, le dernier point du programme vous demande de comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. Alors, la première chose à faire, c'est justement de comprendre ces termes de libre-échange et de protectionnisme. Le libre-échange, c'est la doctrine, la théorie selon laquelle il faut encourager le développement du commerce international, supprimer les obstacles aux échanges internationaux et en gros faire en sorte que les échanges entre la Bretagne et l'Alsace se déroulent aussi facilement que les échanges entre la France et la Chine. Le protectionnisme, c'est la doctrine inverse, la théorie selon laquelle il faut protéger la production nationale de la concurrence étrangère, ce qui peut passer à la fois par des outils tarifaires qui vont soit augmenter le prix des produits étrangers, soit diminuer le prix de la production nationale, mais aussi des outils non tarifaires qui vont mettre des obstacles aux produits étrangers et au contraire avantager les produits qui sont fabriqués dans votre pays. Alors, petite précision, il ne faut pas confondre libre-échange et commerce international et croire que le protectionnisme, ce serait du coup l'inverse du commerce international et que ce serait un synonyme en gros d'autarcie où on n'aurait aucun échange avec l'étranger. Au contraire, le protectionnisme, ça peut passer par des subventions à vos entreprises ou une manipulation du taux de change pour baisser le prix des produits faits dans votre pays et favoriser vos exportations. Donc le protectionnisme est tout à fait compatible avec une forme de commerce international. Le problème ici, c'est que le programme vous demande de comprendre les termes du débat, mais ne précise pas quels sont exactement les termes qu'il aimerait que vous compreniez et que vous connaissiez. Essentiellement, le débat entre libre-échange et protectionnisme, c'est de se dire est-ce qu'il faut plutôt avoir une position libre-échangiste où on encourage le commerce international et on supprime les obstacles aux échanges, ou est-ce qu'au contraire, il faut plutôt avoir une politique protectionniste ? Alors, du côté des arguments du libre-échange, vous retrouvez essentiellement tous les avantages du commerce international. Le commerce international permet d'avoir accès à des produits moins chers, donc de gagner en pouvoir d'achat. Le commerce international est source de croissance économique, de réduction des inégalités entre les pays. Le commerce international, c'est génial, il faut l'encourager et avoir une position libre-échangiste. À l'inverse, en toute logique, du côté du protectionnisme, on trouve plutôt des arguments concentrés sur les inconvénients du commerce international. Le commerce international détruit des emplois, notamment des emplois peu qualifiés, et par conséquent, pour protéger ces emplois, il faudrait mettre en place une politique protectionniste. Le commerce international peut aussi induire de la dépendance par rapport aux autres pays, et donc justement, pour être plus indépendant, notamment dans la perspective d'un conflit, il faudrait mettre en place assez tôt une politique protectionniste pour pouvoir vous débrouiller seul si jamais vous ne pouvez plus échanger avec ces pays. Mais, je l'ai dit, une politique protectionniste peut aussi être mise en place pour soutenir la production nationale et soutenir les exportations en se disant que on ne s'oppose pas au commerce international, mais on veut être sûr d'en sortir gagnant et du coup d'avoir de la croissance économique. Dans cette perspective, on peut évoquer la notion de protectionnisme éducateur. Le protectionnisme éducateur, ça vient de l'idée que dans la compétition internationale, toutes les entreprises de tous les pays ne sont pas égales et que dans certains pays, les entreprises ont plus d'expérience, ont accès à des technologies plus sophistiquées et par conséquent sont plus efficaces que les entreprises des autres pays.
Et si vous mettez en compétition des entreprises de pays peu développés, qui ont peu d'expérience et qui sont peu efficaces, forcément elles vont se faire écraser par cette concurrence. Mettre en place des mesures protectionnistes permet, dans cette perspective, de laisser le temps aux entreprises de se développer sur leur marché intérieur, de devenir plus efficaces, plus productives, jusqu'au moment où elles seront capables de faire face à la concurrence internationale. Donc le protectionnisme indicateur, c'est avant tout une forme de protectionnisme temporaire, mais qui permet justement à vos entreprises de gagner en productivité. Évidemment, le protectionnisme n'est pas une solution parfaite et présente lui aussi des inconvénients qu'il convient d'évoquer. Le premier problème du protectionnisme, la première limite, c'est le fait que vous allez vous priver d'une partie des avantages du commerce international. Si vous mettez en place des droits de douane ou de façon générale des obstacles aux importations, vous n'allez donc pas avoir accès à des produits qui viennent de l'étranger qui seraient moins chers que ce que vous produisez dans votre pays. Donc les gains en termes de pouvoir d'achat et de baisse des prix, vous allez vous en priver en mettant en place une politique protectionniste. Or, la théorie économique dit qu'en général, les gains en termes de pouvoir d'achat sont plus importants que les quelques emplois qui vont disparaître à cause du commerce international. Argument à quoi d'autres économistes vont répondre que certes, si on regarde le fait d'1 euro multiplié par 60 millions de personnes, ça fait quand même 60 millions d'euros, donc c'est plus important qu'un emploi d'une ou de même d'une dizaine de personnes. Mais est-ce que c'est pas plus important que chaque personne, chaque consommateur, chaque consommatrice fasse ce sacrifice d'1 euro en termes de pouvoir d'achat pour sauver les emplois de quelques personnes, en disant que ces emplois justement vont jouer un rôle plus important et sont plus importants pour ces quelques personnes. Le problème, c'est qu'en réalité, une politique protectionniste va aussi détruire des emplois. On l'a dit, dans le cadre du développement des chaînes mondiales de valeur, les entreprises installées par exemple en France vont avoir besoin de produits, de ressources qui sont fabriquées à l'étranger. Si ces ressources maintenant coûtent plus cher, ça veut dire que les coûts de production pour les entreprises installées en France vont augmenter et les prix de produits français vont augmenter et les entreprises françaises seront moins compétitives. Elles vont donc devoir sûrement supprimer des emplois pour rester compétitives. Donc toute la question ici, c'est de se dire, est-ce que vous pouvez mettre en place une politique protectionniste qui protège plus d'emplois qu'elle n'en détruit ? Ou est-ce qu'à l'inverse, toute politique protectionniste est condamnée à détruire plus d'emplois qu'elle ne réussit à en protéger ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à réviser pour vos examens et notamment pour le baccalauréat. Moi, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.